La Ferrari Roma est probablement l'une des Ferrari les plus commentées ces derniers temps. Non pas tant la version Speeder que nous découvrons seulement maintenant, mais la version coupée qui a certainement représenté une avancée très importante en matière de design par rapport au passé. C'est l'une des Ferrari qui a suscité le plus de discussions du point de vue du design, car il y a certains éléments de style qui rappellent les Ferrari du passé, mais principalement ce langage stylistique était complètement nouveau au moment de la présentation. Donc, cette voiture apporte avec elle des spécificités et des caractéristiques qui sont vraiment très importantes au niveau du design et de la finition, juste derrière les roues, avec une ligne qui est vraiment dévastatrice à mes yeux, surtout au moment où nous découvrons cette Spider. Toit en toile, une autre grande caractéristique de cette Ferrari Roma Spider, qui apporte avec elle de nombreuses caractéristiques différentes, de nombreux avantages différents, dans un véhicule qui pèse tout de même environ 80 kg de plus que la coupée. Mais dans ce cas, elle conserve également des caractéristiques de rigidité torsionnelle qui sont pratiquement les mêmes que celles de la Ferrari Roma. Je commence tout de suite par l'avant. En fait, savez-vous ce que je vais vous dire? Je vais vous laisser raconter cela par celui qui a dessiné cette voiture. Je suis avec Flavio Manzoni, responsable du design de Ferrari. Tu as signé les dernières Ferrari de ces derniers temps. Merci Flavio pour ton temps en attendant. Je te cite 3 éléments de cette Ferrari Roma Spider et j'aimerais que tu me les commentes avec les yeux et les mots de celui qui l'a dessiné. La calandre, avant, les feux arrière, minimaux, mais toujours présent un peu dans le style Ferrari, et le toit intégral. Regarde, tu l'as appelé calandre, alors qu'en fait c'est tout le contraire d'une calandre, c'est la négation du concept de calandre, c'est-à-dire qu'au lieu de partir de l'idée d'une grosse grille avant, ce que font d'autres en l'exacerbant, nous avons voulu travailler sur le concept d'un volume très dynamique, très sensuel, mais aussi monolithique. C'est pourquoi nous avons ce devant respirant dans la partie centrale pour des raisons évidentes liées à la thermique du véhicule, mais sans pénaliser cette idée de pureté, de speed fort, qui est une idée qui naît aussi un peu du concept de la Monza. La Monza est une fuselage, un objet aérodynamique mais très propre, très pur, et nous retrouvons cette caractéristique également sur ce véhicule. En ce qui concerne l'arrière, les feux sont un élément très caractéristique de la Ferrari Roma, c'est presque, j'aime, enchâssé, dans un design qui s'inspire des Ferrari à queue tronquée de l'histoire. Cette sorte de facettage qui traverse tout le volume, où nous aimions vraiment faire une interprétation moderne du concept, définit des twin lights typiques de Ferrari. En ce qui concerne le toit, comme tu l'as vu, avec le toit fermé, la voiture a la même silhouette que la coupée, donc nous avons voulu travailler sur la parfaite continuité entre la section du toit et celle de l'arrière, qui a cette ligne, d'ailleurs fuyante, plutôt basse, ce qui la rend également si élégante, si caractéristique. Et puis j'aurais également remarqué l'utilisation de matériaux très particuliers, ces tissus presque sur mesure, que nous avons voulu utiliser non seulement pour la capote, mais aussi pour l'intérieur, qui caractérise donc l'arôme propre à la raffinement de ces tissus. Ici, nous voyons un élément qui est fondamental pour la partie aérodynamique, tant en termes de performance, mais qui représente aussi une petite touche de style, si l'on veut, en carbone. C'est cet aileron qui se soulève, aérodynamique et style. Comment avez-vous réussi à les combiner? L'aileron a la même fonction que sur la Ferrari Roma Coupé. Il a 3 positions. C'est un aileron actif. Et dans ce cas, il était également nécessaire de le maintenir en raison de cette queue basse. Nous avons donc travaillé sur ce concept, presque de pont de la couleur de la carrosserie qui sépare l'aileron de la capote. En effet, cela se remarque beaucoup. Vue de derrière, elle est très très belle, elle est très imposante, presque particulière par rapport à la ligne de la coupée que nous avons vue. Celle-ci semble presque un peu déformée, mais en restant fidèle à la partie aérodynamique à l'avant. Pratiquement, vous avez beaucoup travaillé en unissant tous les éléments pour essayer de rendre la vie à toi découvert plus agréable à l'intérieur. Exactement. En ce qui concerne l'intérieur, je sais que tu as travaillé. L'un de tes premiers projets était la 3002 GT de Maserati.
Tu te souviens de moi? Je m'en souviens, c'est étudié. Ici, nous voyons un peu une configuration similaire dans le sens où il y a deux espaces séparés. Là, ils étaient moins accentués. Ici, en revanche, ils sont presque exagérés. Que signifie cela pour la vie à bord de l'occupant? En effet, ce qui unit ces deux habitacles, c'est justement cela. Pour ainsi dire, la beauté de la sellerie italienne. Dans ce cas, nous avons voulu travailler un peu sur ce concept de double cockpit. Ce sont comme deux cocons, deux cellules qui enveloppent le pilote et le passager. Et nous aimions cette idée de donner à l'intérieur justement la sensation de combien cette voiture est extrême en performance, magnifique à conduire, très sportive, tout en ayant une ligne extérieure si pure, si discrète. Donc, c'est vraiment la particularité de cette voiture, ce contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Les intérieurs sont également super technologiques. Un énorme travail a été réalisé à ce sujet. Oui, l'interface est celle que nous avons adaptée dans les dernières Ferrari, qui est une interface entièrement numérique de dernière génération. Merci à toi. Eh bien, qui mieux que Flavio Manzoni pouvait nous parler de cette voiture que je vais maintenant vous montrer avec le toit fermé, un toit en toile qui, comme je l'ai dit, apporte avec lui des caractéristiques particulières. Flavio me racontait qu'ils partent toujours du dessin de la voiture originale, dans ce cas la coupée, et qu'ils pensent déjà à ce que pourrait être la version Spider. Ensuite, ils passent à la phase d'approbation. En réalité, cela n'est donc comme une coupée déjà en tête, avec la possibilité de pouvoir rétracter le toit, et le toit en toile maintient ses caractéristiques typiques de design de la Ferrari Roma. En effet, un toit rigide aurait nécessairement exigé un encombrement plus important à l'arrière, ce qui aurait altéré un peu la ligne. Cela pourrait vraiment représenter une petite gemme dans le passé du design de la maison de Maranello. Je vous fais également remarquer la texture de cette capote en toile qui est particulière car elle reprend un peu le design du carbone. Vous voyez donc avec cette texture noire et rouge entrelacée à vue, très très belle, qui ouvre évidemment des possibilités de personnalisation chez Ferrari qui sont presque infinies dans la mesure où il est possible de modifier les coutures, il est possible de modifier le tissu, en somme. Il y a vraiment un monde à la disposition des clients. D'ailleurs, à l'arrière, comme je vous le montre dans la présentation avec Flavio Manzoni, cette partie est une aérodynamique active qui s'active exclusivement lorsque la voiture détecte qu'il y en a besoin. Donc, de l'intérieur, excusez-moi, on ne peut pas l'activer derrière l'aileron, mais il se lève simplement en 3 positions selon la vitesse atteinte par la voiture, garantissant ainsi un plus grand appui aérodynamique. Entre autres, une caractéristique technique de ce véhicule, comme sur les Ferrari traditionnels, est que nous avons la transmission transaxe dans le sens à l'arrière. Nous avons également sur Volkswagen, par exemple, un schéma de ce type et aussi sur l'S112. En somme, nous avons un schéma qui reste toujours le même du point de vue de la répartition des poids, car à l'arrière, nous avons 48% du poids et à l'avant, 52%. Vous comprenez donc bien que la voiture est très, très équilibrée. Nous avons déjà eu l'occasion de la conduire ici sur les routes de Sardaigne et maintenant, je vais vous montrer un peu plus de près l'intérieur car il est vraiment bien fini par rapport au passé, par rapport à ce à quoi Ferrari nous a habitués. Ici, il y a un saut en avant. Il y a manifestement une attention toujours plus grande à ces aspects de la part des clients. Par conséquent, Ferrari ne s'est pas laissé surprendre. Nous avons un usage de matériaux vraiment très élevé, très réfléchi de la part des techniciens et des designers du Cavallino qui permettent d'accentuer toute la partie de soins du détail dans la partie supérieure en cuir, dans la partie centrale en alcantara. Et puis, lorsque nous regardons aussi l'habitacle, nous retrouvons ces caractéristiques typiques, comme par exemple le volant qui a repris en somme le même dans la phase de numérisation. Si vous passez cette intégration entre la partie digitale, les boutons et la partie physique qui représente désormais seulement le squelette, à l'exception des palettes au volant, dans ce cas entièrement en carbone. Ensuite, si nous regardons vraiment le tableau de bord, vous voyez, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, il est également possible de le personnaliser dans la disposition et de le mettre peut-être avec d'autres colorations, noir, gris, couleur, aluminium ou dans ce jaune qui est personnellement mon préféré. Pour la partie centrale, vous pouvez voir que nous retrouvons également une grille qui reprend les grilles de la boîte de vitesse manuelle Ferrari. Dans ce cas, il s'agit clairement de la boîte automatique à 8 rapports. Ici, nous avons également la possibilité d'utiliser diverses fonctionnalités, y compris Apple CarPlay. Bien sûr, l'interaction avec
avec l'audio est garantie grâce à ce sous-menu qui permet d'utiliser la radio et d'autres sources audio ou encore d'avoir le navigateur intégré. Et puis il est possible de contrôler le climat aussi d'ici. D'ailleurs, la possibilité d'un contraste élevé a également été ajoutée, permettant d'avoir un toit ouvert avec une plus grande luminosité et un meilleur contraste, des images pour une visualisation optimale. Je vous ai rouvert la capote aussi pour vous montrer la différence par rapport à d'autres berlinettes, à savoir la présence à l'arrière d'un petit banc clairement d'urgence, purement d'urgence, dans le sens où vous voyez que l'espace est vraiment très limité. On peut également parcourir quelques kilomètres à 4, dans la mesure où, ici j'ai, évidemment, suffisamment d'espace peut-être pour un grand sac ou pour un sac qui compense tout de même un coffre qui n'est pas gigantesque et je saisis l'occasion pour vous le montrer tout de suite. Évidemment, étant une speeder, nous avons également la nécessité de laisser de l'espace pour le toit lorsqu'il se rétracte. Grâce à cette couverture, qui limite un peu l'espace en hauteur, nous pouvons tout de même faire tenir, comme vous le voyez, dans ce cas, ma valise qui arrive tout de même à se plier. En gros, nous avons 2 trolleys de cabine à faire tenir ici derrière, ce qui nous permet d'avoir peut-être l'autonomie pour un week-end, par exemple. Il est également possible de comprimer cette partie et d'ouvrir la partie arrière pour avoir ainsi une ouverture supplémentaire pour y mettre quelques affaires et laisser de l'espace à l'intérieur. En somme, il est donc possible de faire tenir encore quelques objets. D'ailleurs, cette couverture a une fonction aérodynamique. On nous a expliqué qu'elle a nécessité énormément de travail. Je vous montrerai aussi, lors de la phase de conduite, quel est le rendu de cette solution qui semble banale, disons-le ainsi, une solution très simple, mais qui permet en réalité de gérer le flux aérodynamique en le faisant passer par-dessus directement vers l'arrière et ce faisant, d'avoir un confort optimal à bord. Vous verrez qu'il y a également une attention particulière à ce niveau, non seulement en termes de confort, mais aussi du son qui est le protagoniste à l'avant. Comme je l'ai dit, le moteur est un V8 biturbo de 4000 cm3 qui permet de délivrer 620 chevaux et 760 Nm de couple. Comme je l'ai mentionné, la traction est arrière où nous trouvons également la boîte de vitesse. Le moteur, comme vous le voyez, est légèrement positionné derrière les roues, ce qui lui donne la dénomination de moteur avant central. Nous avons également un réglage spécifique de la délivrance du couple pour garantir une maniabilité qui n'est pas tant celle d'une Gran Turismo, même si cette voiture cherche à s'adresser à un public qui veut manifestement quelque chose à utiliser tous les jours. Et croyez-moi, de ce point de vue, elle vous laisse stupéfait par sa capacité à absorber les nids de poules et les imperfections, quelle que soit leur nature, sur les routes sardes. Nous avons rencontré certains points qui n'était pas en parfait état, mais cette voiture s'est toujours révélée parfaite dans l'absorption des suspensions. On a l'impression de conduire une sportive, même si c'est une voiture avec des performances inférieures. Une fois que nous appuyons sur l'accélérateur, elle a tout de même la capacité d'absorber énormément les irrégularités de la route, ce qui vous permet de l'utiliser vraiment tous les jours. Le même réglage du moteur, par exemple, via le variable Boost Management, c'est-à-dire la possibilité de varier électroniquement et continuellement le couple délivré par le moteur, permet de garantir dans les rapports les plus élevés une délivrance de couple supérieure à n'importe quel régime, de sorte à éviter d'être toujours à fond avec les tours, mais avec la moindre pression sur l'accélérateur, vous pouvez accélérer à la vitesse et sortir des virages avec beaucoup de fluidité et de simplicité. C'est toujours une caractéristique du type électronique qui permet à ce moteur d'être hyper exploitable. Et puis nous avons, évidemment, toute la partie de gestion active des suspensions. Je vais refermer ce fantastique moteur dans son compartiment pour parler des suspensions qui ont une calibration spécifique pour cette variante Spider. Le système de suspension est le même que celui de la Ferrari Roma Coupé, mais dans ce cas, ils ont réglé les suspensions pour compenser ces 80 kg supplémentaires qui vont certainement influencer la dynamique de conduite. Ils ont donc travaillé entièrement sur le développement de ce modèle en réfléchissant aux caractéristiques techniques qu'un client recherche dans une voiture de ce type. Maintenant, assez de bavardage, allons sur la route. Dévastatrice, elle a toujours de la puissance, c'est incroyable. Alors, je vais vous raconter quelles sont les caractéristiques de cette voiture qui vise clairement à attirer de nouveaux clients, surtout si nous parlons de la Rome en général. La Rome Spider fera, probablement, 50% de ses ventes grâce à la marque du cheval cabré, mais cela dépend toujours un peu de la philosophie avec laquelle on décide d'acheter une voiture de ce genre. Cela dépend peut-être aussi de l'endroit où l'on habite.
Certainement, oui. Mais si l'on se trouve sur une route de ce genre ou dans une zone avec des routes de ce type, à ce moment-là, on peut vraiment en profiter. C'est une voiture qui, comme je vous le disais, vise à attirer de nouveaux clients car elle veut être une voiture de tous les jours, donc pas une coupée sportive à proprement parler, mais garantissant tout de même des performances pratiquement équivalentes à celles d'une supercar sur la route. L'effet est celui d'une supercar en tenant compte de toutes les limites présentes. Sur la route, des caractéristiques routières, mais en ce qui concerne les caractéristiques d'absorption des suspensions, ce véhicule est dévastateur, il est impressionnant. Maintenant, je vais la mettre en mode confort. Et à ce stade, l'automobile devient très docile, pratiquement presque comme une sportive ordinaire, comme si c'était une voiture hatch pour être clair. En fait, les voitures hatch deviennent même presque plus nerveuses. Elles sont plus nerveuses par leur propre nature, étant donné que l'acéto doit être plus rigide et qu'elles ne peuvent peut-être pas compter sur un réglage qui est, disons, variable dans sa réponse, dans sa réaction, dans le durcissement des suspensions. Dans ce cas, nous avons un réglage variable en continu qui permet à la voiture d'absorber n'importe quoi. Vous vous retrouvez à voyager dans une voiture de ce type et vous avez l'impression d'être dans une Gran Turismo, peut-être comme pourrait l'être une Bentley Continental GT. Au moment où vous positionnez tout, en race par exemple, ou encore en ESC off à ce stade, vous avez tout à disposition sous le pied droit, avec toujours une intervention si vous exagérez vraiment au maximum. Mais au moment où nous mettons vraiment en ESC off, nous avons énormément de liberté pour nous amuser vraiment avec cette voiture. Une voiture qui est vraiment rapide, tout en maintenant une douceur de réglage qui se fait sentir. Donc, c'est une voiture qui doit être utilisée, peut être utilisée aussi de manière rapide, mais sur route. Et cela se remarque énormément, aussi dans la délivrance du moteur, dans la linéarité avec laquelle elle libère ses 760 Nm de couple, dont pratiquement la totalité est déjà disponible à 2000 tours. Et quand nous atteignons 620 chevaux, à 7500 tours par minute, nous avons une réponse du moteur qui est tout simplement dévastatrice. Bien sûr, vous n'aurez pas la même puissance que vous pourriez avoir avec une 296 GTB. Dans ce cas, la puissance est bien supérieure, nous le savons. Mais ce sont deux voitures complètement différentes dans leur nature et dans ce qu'elles veulent accomplir. Ce que l'on remarque immédiatement lorsque vous êtes sur une route sinueuse, c'est l'élasticité du moteur et ce que je vous disais auparavant, la gestion de la pression variable. Dans ce cas, vous avez néanmoins un couple continu qui est géré entièrement de manière électronique. Vous ne remarquerez pas la variation de couple, surtout. Dans les vitesses les plus élevées, cela conduit en fait à avoir un véhicule qui est vraiment à la limite de l'accélération, vous permettant de gérer ces montées de couple à la sortie des virages, ce qui permet de danser presque d'un virage à l'autre, atteignant ensuite des vitesses très élevées, ou maintenant des vitesses importantes sur des routes très dégagées. Cela vous permet vraiment de profiter d'un véhicule de ce type sur la route. De plus, si vous le souhaitez, je peux encore, en appuyant sur le bouton du sélecteur, dissocier les suspensions de l'alimentation, de la cartographie moteur et de tous les systèmes de dynamique du véhicule. Cela permet donc d'avoir un réglage un peu plus souple, peut-être sur des routes en mauvais état, tout en ayant une plus grande puissance de délivrance, une plus grande agressivité, non seulement de la part du moteur, mais aussi de la boîte de vitesse. Un changement qui permet vraiment de gérer tout, que ce soit de manière automatique, manuelle, et qui donne un bon coup dans le dos une fois que nous sommes en mode course. D'ailleurs, même au moment où nous freinons peut-être un peu plus fort, vous sentez comment cela maintient immédiatement la belle vitesse. Je crois cependant que, tout bien considéré, c'est aussi sa nature qui m'a le plus surpris, car je m'attendais à une Ferrari capable de courir, mais sa nature plus routière m'a vraiment étonné. La capacité d'être agréable sur la route est incroyable. La façon dont cette automobile parvient à rouler à gaz constant. En ce moment, je suis à 57 km/h en 5e vitesse, 6e vitesse maintenant, à 1000 tours par minute, 1100 tours par minute, à peine en appuyant sur l'accélérateur. Diriez-vous jamais que vous êtes dans une Ferrari? C'est exactement l'effet que j'ai réussi à obtenir grâce au travail des techniciens sur la distribution du couple, ainsi que sur la fluidité de conduite à basse vitesse, avec une boîte de vitesse qui parvient effectivement grâce à un étagement parfait. Des rapports à garantir beaucoup de traction, beaucoup de couple, beaucoup de puissance en fonction de ce dont vous avez besoin. Je vais vous montrer ce que je vous disais précédemment, le déflecteur.
Je ne sais pas si vous ressentez tout de suite une différence, mais moi je la sens énormément dans la partie centrale. Ils ont travaillé en soufflerie justement pour rendre cette partie importante pour le confort, comme je vous le racontais. Et effectivement, à bord, il y a maintenant moins de bruit d'air. On se sent exposé aux éléments environnants, mais sans avoir besoin de crier pour parler à un passager à bord. En somme, on ressent vraiment une très grande différence. De plus, une autre chose sur laquelle ils ont beaucoup travaillé est la possibilité de gérer un véhicule de ce type, avec le toit ouvert à grande vitesse, tout en ayant le bruit du moteur présent. Ils ont également beaucoup travaillé à des vitesses élevées pour garantir un bruit, un son dans l'habitacle qui soit engageant, ne pas entendre seulement l'air, mais aussi le bruit d'échappement. Et on le ressent tellement, c'est magnifique. Vous pourriez ensuite penser qu'une voiture de ce type, utilisée avec le toit fermé, n'est pas un grand choix. Maintenant, je vais vous faire entendre la différence, car en effet, un toit rigide pourrait garantir un meilleur confort selon. La plupart des gens, en réalité, ils ont également beaucoup travaillé sur le confort avec le toit fermé. On peut néanmoins atteindre jusqu'à 60 km/h en 13 secondes. Et c'est l'effet que l'on obtient une fois que le véhicule est totalement fermé. Vous pourriez presque plus entendre le bruit de la climatisation. C'est incroyable. De l'extérieur, il ne filtre pratiquement rien. C'est comme si j'étais dans une voiture avec un toit rigide. Puis, au moment où nous avons une journée qui se prête effectivement à une conduite en plein air, à ce stade, nous pouvons tranquillement relever la capote et vraiment en profiter. En plein air, je vous ai vraiment tout raconté sur cette voiture. Nous avons également demandé à celui qui l'a dessinée de nous en parler. Un véhicule qui coûte évidemment le prix d'une Ferrari. Nous sommes à 250 000 €, TVA incluse de base, hors personnalisation. Il est bien sûr possible de travailler sur de nombreux aspects de l'habitacle. Un habitacle qui est très sportif, avec des sensations sportives, un réglage plutôt orienté vers le confort, donc une voiture qui se laisse vraiment conduire tous les jours, comme je vous le disais, sans concession. Puis, quand on veut accélérer, à ce moment-là, il y a effectivement un châssis, une structure entièrement en aluminium qui permet de gérer les torsions latérales et longitudinales qui sont le point faible de toutes les voitures Spyder et donc d'être rapide. Ils ont manifestement également travaillé sur le renforcement du bras de suspension qui sont essentiellement les deux parties sur lesquelles ils ont le plus travaillé à Maranello ainsi que sur les parties arrière et aussi sur la tâche des deux, montant donc ces deux avant et ceux du centre, juste ici derrière. Je vous ai vraiment tout raconté sur cette voiture. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous choisiriez cette ROM ou une voiture à laquelle nous pensons tous pour ce type de véhicule, à savoir la 911, la Turbo S. On se retrouve dans les commentaires. Salut à tous!